Vous êtes toujours sur FPP 106.3. Bonjour à tous et à toutes. Au micro, Jean-Claude Caillette qui vous propose une demi-heure d'émotion poétique, le lire et le dire. Et à la technique, Farid El Nadi. Bonjour Farid. À mes côtés, pour m'accompagner, le blogueur poète ou le poète blogueur, comme on veut, Éric Dubois. Bonjour Éric. Bonjour les Azous. Éric, tu es toujours très actif sur les réseaux sociaux. Oui, tout à fait. Quelle est ton actualité brûlante ? Bientôt, un livre apparaît aux éditions Unicité. Chaque pas est une séquence. Voilà. Bon. Et bientôt, c'est ? Février-mars. Février-mars. Parfait. Aujourd'hui, notre invité est France Burguel-Ray, que nous recevons en raison de la parution d'un fascicule de poésie, Le chant de l'enfance, aux éditions du Cygne. Bonjour France. Bonjour. Mais tout d'abord, comme nous en avons pris l'habitude, quelques aphorismes ou citations en rapport avec le thème du livre dont nous allons parler. Alors là, j'ai choisi la poésie, tout simplement. Bien entendu, parmi les centaines, le choix est totalement subjectif. Alors le premier, la poésie, c'est comme le radium. Pour en obtenir 1 gramme, il faut des années d'efforts. Alors c'est Vladimir Maïakovski. Le radium, qu'est-ce que vous en pensez ? Le radium, je pense tout de suite à Marie Curie et à toutes ces femmes géniales. Beaucoup sont restées dans l'ombre d'ailleurs. J'ai lu l'autre jour un article concernant une dizaine de femmes qui n'avaient pas eu le prix Nobel, mais c'est leurs collaborateurs masculins qui l'avaient eu à leur place et qui ont inventé des choses extraordinaires, la fission nucléaire, enfin bon, il faudrait voir ça de près. Bien. Et la deuxième. Sans le rêve, il n'y a pas de poésie possible. Et sans la poésie, il n'y a pas de vie supportable. Alors c'est de Pasteur Valérie Radeau, que je ne connais pas en tout cas moi. Rilke a posé la question. On peut être d'accord avec cette citation, mais la poésie, c'est pas simplement le rêve. Voilà. Mais à propos de la vie supportable, Rilke pose la question, est-ce que vous pourriez continuer à vivre si vous n'écriviez pas ? Voilà. Donc c'est ça que ça veut dire, c'est une question qu'on peut se poser le matin en se levant quand... oui, enfin bon. Voilà. Allez, la troisième. La poésie a, comme la vie, l'excuse de ne rien prouver. Là, je trouve que c'est plus intéressant. C'est Sioran, Michel Sioran. Pas de commentaire ? Vous avez dit qu'elle n'a rien à prouver ? La poésie a, comme la vie, l'excuse de ne rien prouver. Oui, c'est pas vraiment l'excuse, c'est que de toute façon, c'est comme l'horizon qui recule au fur et à mesure. Plus on écrit de poésie, plus on se rend compte qu'il est impossible d'aller jusqu'au bout. C'est pour ça qu'on continue donc à écrire. Je ne sais pas si j'ai répondu vraiment. Mais c'est bien. Oui, c'est bien. si c'est ça, oui, bon, oui, d'accord. Et puis un dernier. Là, vous allez être d'accord. Mes sonnets perdraient tout leur charme à être expliqués. Et ça, c'est de Nerval. Oui, d'ailleurs, Jean Cocteau... Expliquer la poésie. Jean Cocteau a dit « La machine infernale va paraître en classique Larousse. Les élèves vont m'étudier, c'est horrible, et peut-être même me détester. » Un mot à ce sujet, parce que tu as été enseignante. 41 ans. Voilà, donc tu étais prof dans un collège. Oui. Et donc, est-ce que tu expliquais la poésie ? Est-ce que tu expliquais les poètes, les poèmes ? Alors, j'ai fait beaucoup d'ateliers d'écriture, et notamment avec des petits qui, eux, ne se posent pas toutes sortes de questions, et qui aiment particulièrement, d'ailleurs, la poésie, on va dire, mystérieuse pour aller plus vite, et qui adhèrent, par exemple, à une nouvelle langue, si on peut employer cette expression, plus facilement que des adolescents, des élèves de 4e, 3e, et c'est la merveille. Donc oui, j'ai fait des ateliers d'écriture, j'ai expliqué également des textes. Oui, je me souviens avoir expliqué Brise Marine de Mallarmé, par exemple, de très près, parce que je pensais quand même qu'il fallait qu'ils aient quelques explications, entre guillemets, enfin, un guide de lecture avant de pouvoir réciter, parce que je voulais faire ma mission de professeur. Donner des explications, par exemple, sur les figures de style qui sont... Oui, des éléments techniques, voilà. Mais
je pense que, enfin pour ma part, lire un poème sans explication, c'est une très bonne chose. Se laisser porter par l'émotion, par les mots, parce que si on a l'occasion, on parlera des mots, des simples signifiants et de la simple musique, parce que la musique, c'est, disons, c'est la phrase que j'ai mis en tête de mon blog, qui est un cliché, mais un cliché sincère n'en est plus un. De la musique avant toute chose, c'est ce qui compte le plus pour moi. Alors nous allons ponctuer l'émission de lecture de vos poèmes, bien entendu. Donc je vous propose un premier poème. Allez, je m'y colle. Ma campagne cachait mes amours dans des nuits sans loup, avant que la folie ne me fût plus égale. Ahuri, j'ai marché à travers une forêt de bras, m'égratignant aux ronces de mon présent malade, car nous ne parlions plus la même langue, nous ne portions plus le même habit. Pour guérir, j'ai attendu que vienne la poésie. Cette poésie est tirée donc de votre dernier fascicule. Quelques mots, alors justement, on vient de dire qu'on n'allait pas donner des explications, mais peut-être pas une explication, mais quelques mots sur ce poème. C'est tout à fait intéressant. J'ai choisi moi-même, dans l'objectif de cette émission, une vingtaine de textes qu'on aurait ou pas le temps de lire, mais certainement pas celui-ci. Il est intéressant de voir qu'il contient des éléments autobiographiques et qu'effectivement, la poésie, est-ce qu'on peut parler d'une renaissance? Oui, certainement, vécue après une période assez douloureuse de ma vie. Alors, vous savez que justement, ce qui est intéressant, c'est que quand on écrit quelque chose, on a des lecteurs et que les lecteurs, quelquefois, ne sont pas tout à fait en phase avec ce que vous avez écrit. Donc voilà, c'était intéressant que je vous fasse la surprise de moi ce que j'avais aimé. Alors j'espère avoir d'autres surprises parce que je pense que le point de vue du lecteur est très important quand on parle d'horizon d'attente. Inconsciemment, on écrit pour le lecteur contemporain qui a des attentes, justement. En illustration de ton interview, une musique, une composition de Grieg, Peer Gynt. Pourquoi ? Alors, j'ai réfléchi à ça parce que cette musique me transperce totalement et comme définition, j'ai trouvé qu'elle était la naissance à la vie, à ma vie, la naissance peut-être à mon don, si on peut parler de don de création, et j'aimerais retrouver la date exacte où je l'ai écouté pour la première fois, mais c'était, à mon avis, dans les années 70. Et je mettais donc Peer Gynt en boucle. Il y a des affinités dans l'écriture de cette musique composée donc pour Ibsen avec le symbolisme français. Et j'ai été marqué profondément par mes études à l'université de Nanterre. Mon maître, Michel de Caudin, spécialiste d'Apollinaire et de Cocteau, nous enseignait le symbolisme, la fin de siècle et ça a été un choc. D'ailleurs, j'ai écrit mes premiers textes dans ces années-là. Après, un long silence jusqu'à une période assez récente. Justement, peux-tu parler de ton parcours, de tes premières publications, les racines de ta vocation poétique, et puis comment donc tu es entré en poésie, et surtout, pourquoi tu n'as pas commencé à publier il y a 30 ans ou il y a 25 ans Pas de mentor. Je le regrette beaucoup, parce que si à 20 ans, j'avais eu un guide et le don qui est apparu très tard, j'aurais peut-être eu un grand parcours avec toute la modestie et l'humour que je peux y mettre. Mais en plus, donc, la grande émotivité qui était la mienne était certainement une inhibition par rapport à l'écriture. Et quand, après avoir lu beaucoup de mes contemporains dans la bibliothèque qui jouxtait l'école où j'ai enseigné et où j'allais emprunter notamment la fameuse collection Poésie Gallimard, et
je lisais dans les transports et découvrais presque tous les jours un auteur nouveau. Je pense que ce dialogue avec les auteurs contemporains m'a fait vraiment complètement démarrer, m'a désinhibé, et à ce moment-là, j'ai écrit énormément. 500, 600 poèmes d'un coup et en un seul jet. À ce sujet, je peux dire quelque chose, c'est que je te connais depuis 7-8 ans et que je t'avais rencontré à la brasserie Le François Copé, donc au mercredi du poète. Et je t'avais posé la question, est-ce que tu écris de la poésie? Et puis je t'ai publié dans ma revue en ligne Le Capital des mots. Je t'en remercie. Voilà, et je t'ai aidé un peu d'ailleurs à ce sujet-là. C'est toi qui m'as fait démarrer. C'est toi qui m'as publié mes premiers textes et j'ai démarré comme ça. Le Capital des mots m'a fait découvrir des auteurs prodigieux. Le Capital des mots, un mot quand même sur le Capital des mots, parce que là on en parle. Le Capital des mots, c'est une revue que j'ai créée en fin 2007, une revue de poésie en ligne. D'accord. Donc voilà, et qui existe donc depuis 8 ans, voilà, qui a publié des poètes méconnus, inconnus du public, et puis des poètes plus connus comme Charles Dobzhansky, Marie-Claire Bancard, Alain Suyède. Une deuxième lecture de poésie, Éric. Alors, un texte qui m'a vraiment interpellé, notamment par la fulgurance des images. Et même, je dirais que ces images m'ont vraiment parlé, quoi. J'ai poussé la porte étroite qui ferme ton visage comme une peau. Te vois chavirer avant d'arriver moi-même au bord d'un rêve. Toi, l'obstiné, tu préfères la pluie porteuse de souvenirs. Ton royaume est jonché d'épaves et de débris qui t'ont été fatales. J'ai ouvert les fentes ensommeillées de tes yeux, horizon bleu où brille la peur. Il est trop tard pour notre rencontre, mais les jours à venir verront ma résistance. Eh bien, j'ai oublié ce texte pratiquement, puisque... Mais moi, ces deux vers, j'ai poussé la porte étroite qui ferme ton visage comme une peau, je trouve ça magnifique. Ben, je te remercie. Voilà. Donc, moi-même, j'ai choisi une vingtaine de textes que, je ne vais pas dire que je les trouve magnifiques, mais qui ont compté vraiment beaucoup pour moi. Et si à vous deux, vous choisissez 20 textes aussi, on aura bientôt tout le recueil. Non, bien sûr que non. Non, mais en tout cas, je suis ravi que... Il y a un quart d'heure qui est passé déjà. Il y a un quart d'heure qui est passé. Un quart d'heure qui est passé et je peux encore parler 1h30. Je vous propose de vous présenter... Alors, bien entendu, vous allez reprendre ce que si mes propos sont inexacts. Alors, vous avez été professeur de lettres classiques. Oui. Bon. Alors, on dit professeur de français, professeur de littérature ou professeur de lettres classiques? J'aime bien actuellement dire professeur de lettres classiques parce que je rencontre parmi donc mes collègues, si je peux dire poètes maintenant, puisque je suis en cessation d'activité par rapport à l'enseignement, je rencontre pas mal de professeurs de lettres classiques, des gens qui donc ont étudié beaucoup la grammaire, beaucoup la langue, qui ont une connaissance donc des mots les plus justes, et on en a vraiment besoin en poésie. Pour moi, ça a été une grande aide. Bien sûr, ça aide, c'est sûr. Latin, grec aussi, non? Oui, c'est ça que je veux dire. Les mots vraiment, et la traduction. Vous regrettez alors que le latin grec va peut-être... C'est une tragédie. C'est une véritable tragédie pour notre civilisation. Bien sûr. Alors, vous étiez dans un lycée parisien? Oui, dans une école d'excellence. Oui. Quelle classe? Alors, j'ai eu beaucoup de collèges et j'ai eu du latin en lycée. Le fait d'avoir eu du collège donc dans une école d'excellence m'a permis de ne pas avoir de lycée où j'aurais été englouti par des copies, 15 heures, un paquet de copies chaque semaine, et j'ai pu continuer donc la lecture, l'écriture pendant autant d'années. Eh ben, je vous propose de lire un poème, alors vous-même. Alors, Marguerite Duras, donc, une grande influence pour moi, et c'est le premier texte. Voilà. Je pense qu'il est intéressant de lire le premier texte. Perdre son temps à réunir des bribes, ruines de nids, de nous qui sommes oiseaux de cage en cage. Je versifie comme au temps des cerises mon nom de Venise. Voler chaque saison de souvenir en souvenir, seul. J'interroge ma vie, heure après heure, déchirée par les adieux qui dorment en mémoire.
Je versifie le chant de mon enfance perdue. Autant d'amis me manquent, que sont-ils devenus? En canon chantent leur peine et la mienne. Vous êtes toujours sur FPP 106.3 où vous écoutez l'émission littéraire Le Lire et le Dire. Aujourd'hui, nous recevons France Burgarel-Ray en raison de la parution de son livre de poésie aux éditions du Cygne. On continue la présentation. Vous êtes venu tard à la littérature et j'ai vu que de 1997 à 2004, vous écrivez des romans que vous ne faites pas publier. Qu'est-ce qu'ils sont devenus, ces romans? Ces romans, ils sont toujours dans vos tiroirs, dans la cave, dans le grenier, où on veut. Je les aimais quand même parce qu'il y avait quelques pages écrites et peut-être poétiques donc dans ces romans. Mais je suis passé très rapidement à la poésie, peut-être à cause de l'influence du latin qui m'a rendu concise. Pour moi, la poésie, c'est la langue de la concision, de l'ellipse, du silence. Voilà, vous trouvez votre mode privilégié d'expression dans la poésie à cause justement de ces trois qualités, on peut dire, concision, ellipse. Mode de pensée, oui, je pense que c'est quand même une qualité. Si on pense à la fatigue occasionnée, en tout cas, par l'écriture poétique, au bout d'une demi-heure, trois quarts d'heure, c'est fini, on arrête. Alors, je ne sais pas si c'est positif, mais cela prouve quand même qu'il y a un travail énorme cérébral, mental, inconscient. Quelle était votre première publication de recueil ? Alors, le premier recueil qui a été publié, c'est Lire en double, qui, comme le chant de l'enfance... Il y a quand même, tu as publié chez Encre Vive. Alors ça, c'était après. Le premier recueil, c'est Lire en double, parce que j'ai dû exprimer ce qui a trait à l'enfance. Enfant, on lit les petits livres d'or, et un livre qui m'avait beaucoup marqué, c'était le livre où deux jumelles habillées pareilles faisaient les mêmes choses, sautaient à la corde, et j'étais moi-même enfant Gémeaux. Et comme on parlait de Marguerite Duras, j'ai pas pu en parler davantage tout à l'heure, de parler de la musique, de l'émotion et de la tentation poétique chez elle. En tout cas, elle a dit dédoublement de l'être humain dans les cris. Donc, j'irai plus loin. Je pense que Lire en double, qui est publié chez Intervention à haute voix. Voilà. Gérard Faucheux a fait un très bon travail d'ailleurs de diffusion. Je l'ai écrit tout en lisant Syllabes de sable de Lionel Ray pour parler de mes influences, et c'est une façon pour moi de travailler, c'était une façon pour moi de travailler, de lire une demi-heure par exemple avant un texte d'auteur, et j'ai écrit à ce moment-là donc Lire en double avec ce thème de la gémellité, cette expérience de dédoublement, je l'ai même psychiquement. Il m'arrive de me dédoubler psychiquement. C'est quelque chose de très violent. En littérature, c'est un thème terrifiant d'ailleurs, le thème du double. Et en même temps, c'est un thème qui est récurrent dans la poésie contemporaine, puisqu'il y a chez beaucoup d'auteurs, et d'ailleurs chez Lionel Ray, qui parle de Paul Celan à ce sujet, et qui dit que c'est une révélation, une caractéristique, je devrais dire, du lyrisme, c'est ce dialogue entre le jeu et le tu. Oui. Moi aussi, je pratique ça aussi. Je veux juste te poser une question pour revenir à ce que tu disais au début. Tu parlais de ton blog, mais on a oublié d'évoquer quelque chose, c'est que tu écris pas mal d'articles de recensions sur les poètes. Alors c'est plus que des recensions, c'est des articles. Il faut peut-être expliquer recensions. Oui. Recension, oui, ça ressemble un peu à des
quatrième de couverture. Les articles critiques, c'est un approfondissement. Alors j'ai été jusqu'à faire des articles critiques de 10 000 signes, parce que est-ce que je n'ai plus l'esprit synthétique comme je l'ai eu quand je faisais mes dissertations en classe supérieure, où je rendais une petite copie double, mais j'ai du mal. Ou alors est-ce que c'est par passion ? Mais par exemple, sur l'anthologie de Claudine Bertrand, Rouge assoiffé, j'ai fait un très long article. Et voilà, tu voulais savoir... Non, parce que je veux dire, tous les poètes ne sont pas des critiques. Voilà. Oui, chez moi, comme un impératif. Oui, parce que tu es passionné par la poésie. Un impératif qui vient peut-être de mon côté intellectuel, de mon côté chercheuse à cause des études que j'ai faites, mais ça doit aller plus loin que ça. La critique littéraire est un genre littéraire. C'est une poésie au second degré, donc ça me permet d'être encore poète. Mais pendant que je suis poète en écrivant ces notes critiques, je ne suis pas poète en inventant, en produisant. Et alors, évidemment, il faudrait que les journées, les années soient doubles. On revient au chant de l'enfance. Quelle est la particularité ou le particularisme du chant de l'enfance dans sa structure ? Alors, la structure a été faite après coup. De façon heuristique, comme on dit, heuristique, qui permet donc de découvrir un sens. Et alors, à ce moment-là, on pourrait, par exemple, dire pourquoi j'ai choisi le dernier texte, parce que dans ma philosophie, on peut le dire cette année, c'est important. Si on avait parlé de mes autres recueils, on aurait parlé de Révolution et de sa suite comme un chapitre d'histoire qui doit déboucher sur une victoire. J'ai le dernier texte, s'il vous intéresse, de ce livret. Mais le thème, c'est un monde sans guerre. Le chant de l'enfance, donc, a été composé peut-être pour aboutir à ce dernier texte. Les portes du présent sont une merveille du monde et j'ai écrit mon nom et j'ai mis avant, tant pis si l'avenir promet des ruines. Donc il y a un parti pris d'optimisme, un parti pris de joie, un parti pris de confiance dans mon œuvre. Il y a quand même le lyrisme qui apparaît parce que Gérard Paris a écrit donc dans la revue La Grappe un article sur ton recueil et il parle d'odeurs de terre mouillée, de roses trémières, les cahiers d'écoliers, les robes de fillettes, les cris des rémouleurs, les marchands de peau de lapin, toutes ces choses qui viennent de ton passé, de ton enfance. Et c'est quand même c'est le fil conducteur de ton livre. La musique est sans doute le fil conducteur de ma vie. Je me suis rendu compte que j'étais musicienne quand je marchais, par exemple, à travers le bois de Vincennes et que je composais en même temps, de façon synesthésiste. Au moment où je composais des paroles, la musique me venait systématiquement. Mais je dirais aussi... La musique est très importante. Mais tu mets aussi, par l'emploi d'images, tu es une sorte de caméra aussi, on va dire de cinéaste de la poésie d'une certaine manière, puisque tu évoques des choses. Il y a des flashs qui viennent de ton passé. Et donc, tu parles par exemple des rémouleurs, des cahiers d'écoliers, etc. C'est pas simplement la musique, c'est-à-dire les sonorités, c'est aussi les images. Il y a le lilas, il y a les hirondelles, voilà. Il y a les roses trémières. Voilà, il y a plein d'éléments qui font appel à l'imaginaire du lecteur et qui viennent de... Il y a les couleurs. Voilà, qui viennent de tes souvenirs. Les noms de peintres. Voilà. Donc c'est pas simplement la musique, c'est aussi les images, les couleurs, les parfums, les odeurs. En fait... Et pour toi, c'est lié au lyrisme. C'est lié au lyrisme, ouais. Donc je suis une poète lyrique et j'ai aimé les nouveaux lyriques. Oui, je pense qu'on ne doit pas mettre de côté le lyrisme. Une dernière lecture. Éric, par exemple ? Oui. C'est la vacance de la mémoire. Le présent se préfère sans vie, à retenir et affadit tant ce souvenir écœure. Les doigts courent sur le clavier mort. Le sucre poise les chansons d'autrefois et j'ai soif d'avenir. Les yeux fermés pour éviter l'abîme quand tombe la neige sur mes cheveux d'hiver.
Quelques questions en rafale avec des réponses très courtes. Pourquoi écrivez-vous? Très court. J'y répondrai sans doute dans le métro dans 3/4 d'heure, oui. Non. C'est difficile. D'accord. ouais. Quel est le livre qui a marqué votre vie? Oui, je pensais que vous pourriez me poser une question comme ça. Bon, on va parler des enfants terribles puisque c'est un livre court justement. La concision encore avec l'émotion de la jeunesse. C'est une jeunesse qui est là mise en place dans toute sa richesse, dans toute sa sensibilité et poésie de roman puisque chez Cocteau tout était poésie de quelque chose. D'ailleurs, tu es membre de l'association Depuis des Amis de Jean Cocteau. 1972. Voilà. Quelle est la question à laquelle vous auriez répondu volontiers et que je ne vous ai pas posée? Par exemple, mon art poétique, j'aurais pu lire un texte encore qu'on n'a pas lu. Le romancier qui m'a influencé, c'est Duras, parce que au-delà de mon art poétique, c'est plus important quand même les autres. Nous sommes donc dans une période de deuil avec tous ces chanteurs qui nous ont quittés, ces musiciens. J'ai écrit un texte donc qui fait allusion à ce standard de Tina Turner, page 36, River Deep Mountain High, et c'est un exemple donc de musique qui me transportait, c'est-à-dire je n'écoute pas de musique. Pour moi, la musique est insoutenable. J'ai entendu Marguerite Duras, on m'a contredit, quelqu'un qui la connaissait, mais je l'ai entendu le dire. Elle n'écoutait pas de musique, pour elle, c'était insoutenable. Enfin, bien sûr, la musique qu'on aime. Un peu de jazz, bon, ça c'est autre chose, c'est plus intellectuel, on va Insoutenable dire. dans le sens que ça transporte. Des angoisses Voilà. profondes. L'émission se termine. Nous recevions France Burguel-Ray en raison de la parution de son spicilège de poésie, Le chant de l'enfance, aux éditions du Cygne. Merci France. Merci Eric. Merci. Et merci à Farid. Si vous voulez nous faire part de vos impressions, laissez des commentaires. Vous pouvez nous joindre à ce mail jc.caillette@nous.fr. Et je vous rappelle que vous pouvez nous écouter ou nous réécouter le mardi de 9h30 à 10h. C'était JCC pour FPP. Au revoir.